Bon, bonjour, bienvenue à tous et bienvenue à notre webinaire COFAS consacré au recouvrement de créances à l'étranger. Et notamment, aujourd'hui, on va parler des facteurs clés du succès dans ce domaine pour l'année 2024. Donc, je suis Nicolas Cassé, responsable régional pour la partie Debt Collection au sein de la direction commerciale COFAS. Et nous sommes ravis de vous accueillir à notre webinaire. Ravi de vous accueillir si nombreux, ce qui traduit un intérêt majeur et grandissant pour le sujet. Alors, avant, quelques mots sur le format de ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui va durer 45 minutes, durant lesquelles vous pourrez poser vos questions à travers le chat mis à votre disposition. Ce webinaire va se dérouler en 3 temps. Une première partie où nous vous présenterons un point économique et les tendances des contentieux aujourd'hui. Une deuxième partie consacrée aux facteurs clés du recouvrement à l'international. Et enfin, une troisième partie consacrée à la force d'intervention de COFAS dans ce domaine du recouvrement de créances à l'international. Par ailleurs, si le temps nous le permet, nous consacrerons quelques minutes pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, pour animer ce webinaire, je suis accompagné de 3 intervenants que je vais vous présenter. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Paris, qui est directrice de l'indemnisation et du recouvrement au sein de COFAS. Bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Joanne Jarre, qui est notre responsable du recouvrement France au sein de la direction de l'indemnisation et du recouvrement. Bonjour à toi Joanne. Bonjour à tous. Et enfin, Bruno Fernandez, économiste et responsable de recherche macroéconomique au sein de COFAS. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à mon cher Bruno pour que tu présentes ce point économique et les tendances en termes de sinistralité et tendances économiques aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Commençons par les bonnes nouvelles. Par les bonnes nouvelles parce qu'il y en a quand même. Il y en a quand même, après plusieurs années, comme vous le savez, de crises successives. Finalement, l'inflation diminue. L'inflation diminue, ça c'est la vraie bonne nouvelle. On est très loin quand même des pics qu'on a connus alors en zone euro, où on a dépassé même 10%, et en France, où grâce notamment au bouclier énergétique, on a eu une inflation autour de 6-7% maximum. Malgré tout, c'était trop élevé évidemment. Maintenant, on a une vraie baisse de l'inflation qui désormais est autour de 3%. Mais évidemment, l'une des questions maintenant sera, est-ce qu'on va vraiment atteindre les 2% qui sont l'objectif de la Banque centrale européenne? Et ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez là, c'est que les services, globalement, en fait, la contribution verte, elle, reste assez élevée et on va dire qu'elle va avoir du mal à diminuer. Pourquoi? Parce que les salaires augmentent. Donc ça, on va dire, c'est la deuxième bonne nouvelle, en tout cas pour les ménages, même si on va voir que pour les entreprises, c'est pas forcément le cas. Globalement, ce qu'on voit là, c'est que les salaires augmentent autour de 4-5% en France, mais comme dans l'essentiel des pays de la zone euro. Donc, vous l'aurez compris, ça veut dire que finalement, les salaires vont progresser en termes réels. Après plusieurs années de perte de pouvoir d'achat pour les ménages, en fin 2023 et donc en 2024, on devrait normalement avoir une hausse des salaires réels. Si on passe au slide suivant, on va voir que, donc, en théorie, ça devrait normalement entraîner une hausse de la consommation des ménages. C'est ça, normalement, qui devrait tirer la croissance française en 2024. Tout comme d'ailleurs dans l'essentiel de la zone euro. Problème, eh bien, en fait, ce qu'on voit là sur le graphique de gauche, c'est que, alors, en vert et en rouge, c'est tous les trimestres. Est-ce qu'on a une hausse ou une baisse du pouvoir d'achat des ménages? Vous voyez que globalement, 2020, 2021, on a eu des baisses, puis finalement quelques rebonds. Mais globalement, 2022, on a une vraie baisse du pouvoir d'achat avec la hausse, évidemment, de l'inflation. Ici, la question, ce qu'on voit, c'est qu'en 2023, finalement, en fin d'année, on a eu une hausse du pouvoir d'achat, notamment grâce à l'augmentation, comme je l'ai dit, des salaires en termes réels. Mais qu'ont fait les ménages français? En fait, ils ont épargné. Pourquoi? Ce que vous voyez là, en fait, c'est que globalement, avant la pandémie, on était autour de 14% de taux d'épargne. Maintenant, et depuis la pandémie, on est au-dessus de cela. On est autour de 17-18% de taux d'épargne. Et ça a même, en fait, encore augmenté au dernier trimestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ménages français, globalement, en fait, ont davantage de pouvoir d'achat ou recommencent à regagner du pouvoir d'achat. Mais en fait, plutôt que de consommer ce pouvoir d'achat en plus, ils ont décidé, en tout cas dernièrement, de l'épargner.
Pourquoi? Parce que les indicateurs de confiance restent toujours assez bas. Encore une fois, le pire de la crise, probablement en termes de confiance des ménages, est passé. En termes de perte de pouvoir d'achat, le pire est passé. Mais il voit bien que il y a encore quelques tensions, quelques incertitudes. Et donc, pour l'instant, tout comme d'ailleurs les ménages allemands, entre autres, ils décident d'épargner davantage. Donc, c'est de l'épargne de précaution. C'est probablement le risque en fait qui pèse le plus sur la demande en 2024, c'est le fait que les ménages français, au final, ne consomment pas ces gains de pouvoir d'achat, mais au contraire, les épargnent. Mais encore une fois, plutôt du côté des ménages, c'est ce qui devrait tirer l'activité. Si on passe au slide suivant, on va voir que du côté des entreprises, c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Parce que, donc, je l'ai dit déjà, donc, un premier coût qui augmente, ou en tout cas qui va rester dynamique, c'est le coût du travail, donc les salaires. Et ensuite, on a évidemment toute la question du financement. Comme je vous l'ai dit, la Banque centrale, en tout cas européenne, a encore des doutes sur le fait de savoir est-ce qu'on va vraiment réussir à atteindre une inflation de 2%. Donc pour l'instant, et comme vous le savez, elle a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau élevé, et elle attend d'ailleurs les données du mois de mai pour voir où en sont vraiment les dynamiques salariales et est-ce qu'elles vont permettre vraiment une baisse de l'inflation en 2024 et en 2025. Si tel est le cas, elle va normalement commencer à abaisser ses taux d'intérêt. Mais quoi qu'il arrive, ce que vous voyez là, c'est que les taux sont à un niveau extrêmement élevé. Donc là, on est autour de 5% de taux d'intérêt moyen sur les nouveaux prêts aux entreprises. Et puis même si la Banque centrale européenne abaisse ses taux 2 ou 3 fois cette année, ce sera à chaque fois par 0,25 points. Donc globalement, ça veut dire on va encore avoir des taux d'intérêt probablement supérieurs à 4%, même en fin d'année. Donc un taux d'intérêt nettement supérieur à ce qu'on a connu par le passé. Et puis, du côté des conditions de crédit, on voit que les banques continuent de encore resserrer encore un peu les conditions d'accès au crédit, surtout pour les entreprises. Vous voyez que sur les prêts immobiliers, on commence à détendre un petit peu. Du côté des entreprises, on a toujours davantage de banques qui disent qu'elles resserrent les conditions par rapport à celles qui disent qu'elles vont assouplir. Donc globalement, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est les entreprises qui sont impactées toujours par des conditions de financement difficiles, alors même que la Banque centrale va commencer à baisser ses taux. Mais les conditions vont rester difficiles encore en 2024 et puis même probablement une bonne partie de l'année 2025. Donc si on passe au slide suivant, ce qu'on va voir ici globalement, c'est que pour la première fois, au quatrième trimestre, vous avez une contribution jaune négative dans la croissance française. Ça veut dire une baisse de l'investissement des entreprises. Parce que ce qu'on voit globalement, c'est une croissance française qui, depuis 5 trimestres, bon, est globalement stagne, on va dire, à part un moment, un pic au T2 2023, mais plutôt de la volatilité. Sinon, on a une croissance qui stagne. Mais en fait, pendant une bonne partie de l'année 2022 et en 2023, on avait très souvent en fait un investissement des entreprises qui continuait de porter l'activité. Du côté de l'investissement immobilier en construction, vous voyez, on était sur 6 trimestres de suite de baisse. Donc ça, c'est normal, c'est ce à quoi on s'attendait. En revanche, l'entreprise tenait plutôt bien, malgré des taux déjà élevés. Là, ce qu'on voit, c'est que finalement, elles commencent elles aussi en fait à être impactées encore une fois par les conditions qu'on a évoquées. Et encore une fois, on voit aussi là que la contribution de la consommation a été nulle au T4. On n'a pas de petit vert clair. Pourquoi? Parce que les ménages ont plutôt, on va dire, épargné leur gain de pouvoir d'achat. C'est pourquoi notre prévision de croissance pour 2024, comme vous le voyez ici, mais comme dans le reste de la zone euro, c'est une croissance relativement lente, relativement stagnante en fait, sous le potentiel de croissance. Et il y aura évidemment un aléa à la baisse. Pourquoi? Ça va dépendre énormément aussi des économies qui seront faites ou pas par le gouvernement, dans la mesure où finalement on se rend compte qu'il faudra en faire encore davantage que ce qu'on avait prévu. Donc à voir quelles décisions seront prises par le gouvernement afin de réduire le déficit public, mais ça pourrait tirer, on va dire, la croissance française un peu plus à la baisse. Quoi qu'il arrive, on ne fera pas forcément de récession encore une fois, plutôt vers un rebond en deuxième partie d'année parce que l'impact de la politique monétaire aura produit la plupart de son impact en première partie d'année, c'est ce qu'on est en train de voir, et en deuxième partie, on devrait avoir un rebond, mais progressif, de l'activité, encore une fois, comme dans le reste de la zone euro. Si on se penche donc sur le futur, sur le slide suivant, et voir exactement comment vont les entreprises, l'une des grandes questions, c'est évidemment les carnets de commandes. Et les carnets de commandes, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, en fait, globalement, ils sont à un niveau très faible. On est dans tous les secteurs,
surtout l'industrie et la construction, sur des carnets de commandes qui sont dans le rouge et qui sont à des niveaux les plus bas, vous voyez, depuis, alors dans l'industrie, depuis la crise des dettes souveraines, et dans la construction, on va dire à peu près pareil, 2013-2014. Du côté des services, globalement, ce qu'on est en train de voir là, c'est un ralentissement. Alors, encore une fois, en partant quand même d'un niveau plus élevé aussi, voilà, on voit bien là toute la consommation des ménages qui, elle, se maintient à peu près, mais qui, globalement, après avoir été très orienté vers les biens manufacturiers, vers l'industrie lors de la pandémie, on voit que depuis la fin de la pandémie, on a clairement un changement de comportement des ménages qui dépensent bien davantage dans les services, notamment parce que les gains de pouvoir d'achat ont surtout été réalisés et les gains d'épargne ont surtout été réalisés par les personnes les plus favorisées, on va dire, et donc au final sont aussi eux qui dépensent le plus dans les services. Et donc mécaniquement, vous l'aurez compris, des coûts élevés, des coûts encore une fois du travail, des coûts de financement élevés, des carnets de commandes qui diminuent, donc une demande qui stagne relativement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation de trésorerie des entreprises, elle évidemment, s'est dégradée. On était à un niveau, en fait, on a attaqué la crise, on va dire, qui a suivi la guerre en Ukraine et avec l'envolée des hausses des coûts, avec une situation de trésorerie extrêmement confortable, à des plus hauts historiques quasiment, en 2021, début 2022. C'est ce qui a permis aux entreprises d'absorber dans un premier temps le choc. Ce qu'on voit, c'est que clairement, en fait, depuis maintenant un an à peu près, on a clairement une vraie détérioration de la situation de trésorerie des entreprises, notamment, vous voyez, dans l'industrie, on est vraiment au plus bas depuis même la crise financière, et ce d'autant plus évidemment pour les TPE. On va voir aussi qu'évidemment, c'est pas une surprise, plus la taille de l'entreprise est petite, et plus évidemment les entreprises sont exposées et sont impactées. Donc ce qu'on voit là clairement, c'est situation de trésorerie de l'entreprise qui diminue et qui évidemment rend les marges de manœuvre bien plus limitées. Et donc sur le slide suivant, ce qu'on voit ici, c'est en fait les résultats de notre enquête. Mais vous allez voir, globalement, c'est en lien avec ce que je vous raconte là. On a fait une enquête de paiement auprès de 630 entreprises, donc un échantillon assez large qui nous permet d'être confortable avec les résultats en fin d'année dernière. Et ce qu'on voyait là très bien, c'est que elles, ce qu'elles nous disaient, les entreprises, c'est que 82% d'entre elles, en fait, ont constaté des retards de paiement donc en 2023. Vous voyez que c'est vraiment pour toutes les tailles d'entreprises et surtout que les retards de paiement, peut-être ce qui est le plus intéressant, sont plus nombreux qu'avant, on va dire qu'ils sont plus fréquents, ce que vous voyez sur le graphique de gauche, et aussi, en fait, ils durent encore plus longtemps. Donc on voit clairement que la situation se tend, s'est tendue et continue évidemment de le faire. Et ce, vous voyez, pour toutes les tailles d'entreprise, mais encore une fois, un peu plus pour pour les petites entreprises. Sur le slide suivant, on a aussi cette confirmation-là. On voit très bien que la durée des retards de paiement, évidemment, va de pair avec la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est petite, plus elle est en réalité exposée à des retards de paiement importants. Vous voyez que la plupart des retards de paiement pour les TPE sont supérieurs à un mois. Et évidemment, ce sont aussi elles qui sont les plus impactées lorsqu'on leur demande quel est l'impact de ces retards de paiement sur votre trésorerie. Vous voyez que plus de la moitié d'entre elles nous disent que l'impact est quasiment critique, un niveau 4 ou 5 sur une échelle de 5 pour les TPE. Encore une fois, même pour les autres entreprises, on est aussi sur des impacts importants des retards de paiement du fait justement sur la trésorerie des entreprises. Et si on passe au slide suivant, on voit très bien ici aussi que déjà tous les secteurs sont concernés par les retards de paiement, des retards de paiement relativement longs un peu partout. Et surtout, lorsqu'on leur demande aux entreprises comment elles pensent que les retards de paiement vont évoluer au cours des 12 prochains mois, donc là, on leur a demandé en fin d'année dernière, donc c'était pour 2024, on voit que, alors certes, la plupart nous disaient stable, mais en fait, quand on regarde, alors est-ce que vous pensez que ça va augmenter ou diminuer? Vous voyez qu'on est beaucoup plus évidemment du côté de l'augmentation du nombre et donc de la fréquence des retards de paiement, et ce, toute taille d'entreprise confondue. Donc les entreprises, évidemment, en fin d'année dernière, avaient déjà anticipé ou senti en fait la dégradation de la situation, alors même, et c'est peut-être là en fait tout le paradoxe, on va dire, c'est qu'on va commencer à parler probablement en deuxième partie d'année
d'une amélioration de la situation. Donc, on l'a déjà dit du côté de l'inflation. Ensuite, ça va être la baisse des taux d'intérêt un petit peu. Ça va être probablement une activité qui va rebondir de façon progressive. Donc, le plus dur aura été derrière nous en termes macroéconomiques. Mais du côté de la situation des entreprises, pour ce qu'on a évoqué, encore une fois, coût du travail élevé, coût de financement élevé et une demande qui en fait va repartir de façon très progressive, on va avoir une situation des entreprises qui va se dégrader. Ce qu'on voit aussi, et maintenant c'est pour le dernier slide, c'est évidemment la traduction dans les chiffres de défaillance. Les chiffres de défaillance sont évidemment clairs, en fait. Ce qu'on voit là, c'est que quand on compare chaque mois au même mois en 2019, donc par exemple, quand on compare octobre 2023 à octobre 2019, novembre 2023 à novembre 2019, décembre, vous l'aurez compris, on arrive à montrer que clairement, en fait, on a eu vraiment un rebond progressif partout. C'est pas seulement en France, mais c'est vraiment généralisé, un rebond progressif de défaillance. 2020, 2021, je ne vous le rappelle pas, on a eu beaucoup de mesures de soutien qui ont entraîné simplement une chute de défaillance, mais depuis, on a une croissance vraiment constante. Et on voit que là, on est nettement au-dessus en France des défaillances de 2019. On est nettement au-dessus d'avant la crise. On est autour de 30% au-dessus, justement. Même là, par exemple, on a juste eu hier les derniers chiffres de février. En février, on est 30% au-dessus des chiffres justement de février 2019 en termes de défaillance d'entreprise. Donc on est clairement sur une hausse. Il ne s'agit pas évidemment de dire qu'on va avoir une vague de défaillance en 2024, mais plutôt de dire qu'il est probable qu'en fait on reste sur cette tendance-là de défaillance supérieure à avant la pandémie, parce qu'encore une fois, je ne vais pas le répéter parce que j'ai déjà assez fait sur les coûts qui augmentent ou qui restent, qui vont rester élevés et une demande qui va rester relativement lente. Avec des marges de trésorerie plus difficiles, on s'attend clairement à ce que les défaillances d'entreprises restent au moins à ce niveau-là dans les pays où elles sont supérieures à avant 2019 et que dans les autres pays, par exemple en Allemagne ou aux Pays-Bas, mais aussi par exemple aux États-Unis, qu'on ait la poursuite de cette hausse avec davantage de défaillances en 2024 qu'avant la pandémie, qu'avant 2018 ou même 2019. Sur ce, je laisse la parole à Nathalie. Merci Bruno. Alors moi, je vais vous parler en détail des méthodes de recouvrement que nous appliquons en fonction des régions. Avant d'en arriver là, on voulait vous rappeler sur le slide suivant, merci Anne-Cécile, les deux grandes caractéristiques qui sont communes à toutes nos méthodes de recouvrement, quelle que soit la localisation du débiteur. D'abord, il faut être rapide. Alors effectivement, nous sommes implantés dans plus de 200 pays et nous avons un outil commun qui permet à tous les gestionnaires de recouvrement de se parler en temps réel sur cet outil. Ça nous garantit cette rapidité. On agit effectivement en local dans la langue du débiteur et on demande à nos gestionnaires d'avoir une vraie ténacité, une persévérance tout au long du processus de recouvrement, sachant que nous privilégions toujours le recouvrement amiable. Qui dit rapidité dit aussi rapidité de nos clients. Il faut aussi avoir conscience que pour que nous puissions agir vite en local, nous mettons aussi un peu la pression sur nos clients pour nous envoyer les documents rapidement, pour nous répondre rapidement aussi lorsqu'on reçoit des propositions. Donc, c'est vraiment toute la chaîne qui doit être très réactive dans nos actions de recouvrement. Le deuxième caractéristique importante, c'est la maîtrise. Le fait d'être installé localement nous permet d'avoir la maîtrise des procédures, de la langue, je l'ai dit, des procédures, des délais, des spécificités locales, judiciaires ou même de négociation. Et cette maîtrise nous permet d'optimiser nos résultats. Je vais repasser la parole à Joanne pour qu'elle vous explique plus précisément notre parcours de recouvrement et je reprends la main juste derrière pour vous parler des caractéristiques par région. Joanne. Merci Nathalie. Donc, un des éléments contribuant justement au succès du recouvrement, c'est l'accompagnement de proximité que Coface effectue tant au niveau du débiteur qu'au niveau de nos clients. Tout d'abord, au niveau de notre organisation, les équipes sont constituées d'experts contentieux. On a des profils juristes et des spécialistes
de commerce international qui sont tous polyglottes et qui ont de fortes capacités de négociation. Ensuite, sur nos missions, on étudie vraiment le dossier dans l'environnement juridique du pays du débiteur. Donc, on analyse le dossier à sa réception. Ensuite, on passe par plusieurs phases. Une des premières phases va être la phase amiable de recouvrement. Alors, il faut savoir que même si notre client a déjà fait une phase amiable, nous, on tient à effectuer une autre phase amiable, puisque c'est toujours différent au niveau de la relation débiteur-client d'avoir une personne tierce qui intervient dans la négociation. Donc, cette phase amiable peut durer entre 30 et 45 jours et elle se fait toujours dans la langue locale du débiteur. C'est l'avantage qu'on a. Les échanges se font donc en langue locale, que ce soit écrit, mail, courrier ou à l'oral, donc appel téléphonique. En fonction des pays, on passe également par SMS. Si cette phase amiable n'aboutit pas, sur proposition de devis et accord du client, on peut continuer en phase judiciaire. Donc phase judiciaire puis phase d'exécution, qui sont un peu gérées l'une après l'autre, où ici on pilote tout un réseau d'avocats et de commissaires de justice trouvés par COFAS et qui a une bonne expérience avec COFAS. Donc toute cette partie, c'est en cas de non-paiement du débiteur pour difficulté de trésorerie, mais si jamais on est en insolvabilité de droit, là on tombe vraiment dans une autre procédure. On gère également les procédures collectives, donc déclaration de créance, mise en jeu de la clause de réserve de propriété, et bien sûr, on monitore toute la procédure collective, donc du début à sa clôture, et ce, quel que soit le nombre d'années qu'elle prend. Donc, ça peut prendre plusieurs années. Ensuite, plus précisément sur nos process, on s'attaque bien sûr à la situation financière et géographique du débiteur. Dès lors qu'on reçoit le dossier, on le confie à l'agence locale à J+1 qui agira toujours en votre nom. On se présente bien sûr en tant que COFAS, mais les actions de recouvrement sont faites en votre nom. Un point sur lequel nous insistons particulièrement, c'est de cesser toute intervention auprès du débiteur. Il est important pour notre phase amiable et toute la partie négociation qu'il n'y ait plus de contact, en tout cas sur la créance déclarée, entre nos clients et le débiteur. Parce que les débiteurs ont déjà utilisé cet argument pour s'échapper à leur obligation de paiement, en disant qu'ils avaient déjà un contact avec le client sur la créance déclarée et qu'ils ne souhaitaient pas ou qu'ils ne voulaient pas justement négocier avec nous. Donc c'est un point vraiment très important pour qu'on puisse mener la phase amiable au mieux. Et ensuite, bien sûr, tout le pilotage est assuré par notre équipe en France. Donc notre équipe en France, vous aurez toujours un gestionnaire qui effectuera le lien entre l'entité locale et vous, qui répercutera les actions, qui vous soumettra toutes les décisions de négociation qui ont été prises. Et bien sûr, vous aurez la visibilité en temps réel sur les actions et les résultats via l'outil client. Maintenant, je relaisse la parole à Nathalie qui vous précisera les spécificités de recouvrement par région. Alors, sur ce slide, on vous a mis en toute transparence les résultats, nos taux de recouvrement à travers le monde sur tous nos dossiers hors procédure collective. On voit que c'est une moyenne sur les 6 dernières années. On voit que sur ce slide, les régions sur lesquelles on a bien progressé, mais qui restent en retrait par rapport aux autres régions du monde, c'est l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique. Sur l'Amérique latine, la particularité, c'est que les créances export nécessitent davantage de formalisme que les créances domestiques. Donc, quand on arrive, nous, avec nos créances export, les tribunaux nous demandent un formalisme que les autres n'ont pas en domestique, avec l'obligation d'avoir l'original des factures, l'obligation que ces factures bénéficient d'une attestation notariée, et ensuite la procédure est longue et coûteuse. Donc sur les pays d'Amérique latine, sur le Brésil par exemple en particulier, on a vraiment intérêt à privilégier toujours le recouvrement amiable, même s'il prend plusieurs mois, parce qu'on sait que la procédure judiciaire sera complexe et longue. Pour nos procédures amiables sur les pays d'Amérique latine, on a toujours beaucoup de mal à contacter les débiteurs sur leur numéro de téléphone professionnel. La particularité, là aussi, c'est qu'il faut toujours qu'on récupère le numéro, les coordonnées personnelles du débiteur. C'est le seul moyen pour avoir un contact. Ou alors, on a découvert depuis 2 ans
que WhatsApp, ça fonctionnait aussi pas mal et que tous les gérants aujourd'hui sont sur WhatsApp et que là, ils nous répondent. En Amérique latine aussi, il faut noter que les procédures collectives, le taux de procédures collectives est assez bas parce que le coût est rédhibitoire sur ces pays-là et les résultats n'apportent rien. Donc, l'entreprise, soit elle est in bonis et elle a des difficultés de trésorerie, soit elle disparaît. Sur ce pays, on a quand même eu une belle success story en début d'année sur un dossier à 900 000 €, où notre client avait négocié à 3 reprises des plans de paiement qui n'avaient jamais été respectés. Et en envoyant notre négociateur tous les mois pour lui rappeler qu'il doit payer l'échéance, on est arrivé à obtenir un plan de paiement sur 11 mois et on a déjà 3 échéances payées. Mais c'est pas parce qu'il y a un plan de paiement qui est signé qu'il sera forcément respecté. Il faut systématiquement relancer le débiteur au moment de l'échéance. On a le même problème, par exemple, sur l'Inde, si je passe à l'Asie-Pacifique. Les plans de paiement sont signés. Malheureusement, ils ne sont quasiment jamais, on va dire dans 90% des cas, jamais spontanément respectés. Donc là aussi, il faut systématiquement maintenir la pression sur le débiteur pour que tous les mois se rappeler à son bon souvenir pour qu'il honore son échéance. En Inde, par exemple, on a vraiment de meilleurs résultats sur les petites créances qui sont dues par des entreprises de taille moyenne parce qu'elles maîtrisent moins le droit commercial et l'assignation en redressement judiciaire, contrairement à l'Amérique latine, en Asie, l'assignation en redressement judiciaire est un vrai levier pour les faire réagir. Là aussi, en Asie, alors je parlerai de la Chine après. Pour la Chine, on l'a vraiment mis à part sur ce slide parce qu'on a réussi à vraiment avoir maintenant un réseau très efficace sur la Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les procédures judiciaires en Asie, c'est encore plus long qu'en Amérique latine. La dernière décision que nous avons eue en Inde, on a mis 5 ans à l'obtenir sur une créance de 2 millions, mais c'est quand même 5 ans de procédure, donc il faut savoir être patient. La coutume aussi en Asie, c'est que les débiteurs, souvent, leur première réaction, quand on arrive enfin à les joindre, c'est de nous proposer un abandon de créance de 50%. C'est quasi systématique. Il faut savoir que chez Coface, l'abandon de créance n'est pas une méthode de négociation, sauf évidemment avec accord du client, mais en Asie, c'est vraiment une coutume très, très, très répandue. Si je passe à l'Afrique, s'il y a des questions, je pense qu'on les mettra à la fin, si j'ai bien compris. Donc, je vais passer à l'Afrique. L'Afrique, on a quand même un bon taux de recouvrement puisqu'on est monté à 70%. Il faut savoir qu'en Afrique, les procédures judiciaires sont très peu efficaces. Elles sont longues, on a du mal à obtenir des décisions et quand on a une décision, elle est toujours très difficile à faire exécuter. Donc en Afrique, on s'acharne à l'amiable. On a des négociateurs terrain qui se déplacent pour vraiment mettre la pression sur les débiteurs. Là aussi, il y a un non-respect de la parole donnée. Donc, c'est pas parce qu'un négociateur reçoit un accord de paiement pour le lendemain que le lendemain on recevra le paiement. Donc, il faut y retourner. C'est vraiment un travail de longue haleine sur de nombreux pays africains. En plus, nous, ce qu'on a mis en place en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, c'est qu'à l'issue de la phase amiable, si vraiment on n'a pas réussi à obtenir quoi que ce soit, avant de passer au judiciaire, on confie le dossier à un avocat pour qu'il fasse une phase de pré-contentieux. Et cette bascule entre notre phase amiable et la prise en main de l'avocat porte des résultats qui nous permettent d'éviter comme ça certaines procédures judiciaires. Il faut savoir aussi qu'en Afrique, particulièrement au Maroc, la technique de négociation, c'est d'abandonner les intérêts de retard. En Afrique, je pense que je n'ai pas beaucoup d'exemples où on a réussi à avoir le recouvrement et le paiement des intérêts de retard. C'est vraiment une méthode de négociation que nous utilisons.
Je dirais que les 2 meilleurs pays en Afrique où on est les meilleurs, c'est l'Afrique du Sud et le Maroc. Les 2 pays les moins bons, je n'aurais pas le dire, mais aujourd'hui où on a le moins bon de résultats, c'est le Ghana et le Mali. Si je passe à l'Amérique du Nord, alors l'Amérique du Nord, il y a 2 problématiques. Un, c'est le coût exorbitant des procédures judiciaires. Entamer une procédure judiciaire en Amérique du Nord, c'est vraiment uniquement pour des créances qui sont d'un montant très élevé. Sinon, on arrive rapidement à des coûts qui sont supérieurs au montant de la créance. Et dans la plupart des cas, il faut le savoir, les frais judiciaires sont à la charge du demandeur. Donc, c'est le créancier qui va prendre en charge ces frais. Donc, évidemment, là aussi, on a tout intérêt à aboutir à un accord amiable avec des plans de paiement. La particularité des débiteurs américains, c'est qu'ils ne répondent pas au téléphone. On a un indicateur au sein de COFAS qui est le taux d'appel abouti lorsque nous appelons nos débiteurs. Et aux États-Unis, on bat un record puisqu'on a 80% des débiteurs qui ne décrochent pas le téléphone, 80% d'appels non aboutis. Donc là aussi, pour les contacter, il faut se déplacer. On a bien entendu un réseau d'avocats développé dans la plupart des grands États américains, ou alors les contacter par mail. Quoi qu'il en soit, si vous appelez un débiteur et que vous lui laissez un message téléphonique, il ne rappellera jamais. C'est vraiment une caractéristique des débiteurs d'Amérique du Nord. À l'inverse, si je parle de l'Europe centrale, alors je saute la Chine, reviendra après, si je parle de l'Europe centrale, là, on est avec des débiteurs qui ont le plus grand taux de rappel. C'est-à-dire que quand on laisse un message à un débiteur roumain ou polonais, dans la plupart des cas, il nous recontacte. Et lorsqu'il nous recontacte, une fois sur 2, c'est pour nous proposer un plan de paiement. Donc en Europe centrale, la culture est vraiment très 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 différente et la peur du recouvrement est beaucoup plus forte. Et on a comme ça des retours spontanés quand on laisse des messages pour qu'ils nous proposent des plans de paiement. En Europe centrale, on a un très bon taux. Vous voyez qu'on est à 75%. Les méthodes sont plus agressives qu'en Europe de l'Ouest. La pression est forte sur les débiteurs. Et on a des négociateurs terrain qui sont particulièrement convaincants puisque quand un négociateur qui se déplace chez le débiteur arrive à entrer en contact avec le débiteur, une fois sur 2, il repart avec un paiement. Donc, ça nous permet en Europe centrale d'avoir des taux qui augmentent d'année en année. Alors, je crois que je déborde, je suis beaucoup trop longue. Je vais quand même vous parler 2 mots de la Chine parce que j'ai souvent beaucoup de questions sur la Chine. Il faut savoir qu'en Chine, nos résultats ont beaucoup progressé sur les 10 dernières années. En Chine, la particularité, c'est que on ne peut pas avoir de licence pour faire du recouvrement direct auprès des débiteurs chinois. Donc, nous avons déployé depuis 10 ans, challengé aussi beaucoup, un réseau d'avocats qui intervient sur tout le territoire chinois. Et c'est ce réseau d'avocats que nous avons vraiment beaucoup travaillé ces 10 dernières années qui nous permettent d'avoir des performances aujourd'hui qui sont vraiment honorables à 72%. En plus, il faut savoir qu'en Chine, contrairement à d'autres pays d'Asie, les procédures judiciaires commencent à être efficaces et les phases d'exécution commencent également à être particulièrement efficientes. Alors, évidemment, ça dépend de la taille du débiteur et de son secteur d'activité. Mais ça, c'est quelque chose que je peux préciser pour tous les pays. Si je termine par l'Europe de l'Ouest, bon, alors l'Europe de l'Ouest, c'est évidemment la France, l'Allemagne, le UK. Ce sont des pays où les procédures judiciaires sont abordables, où l'exécution est efficace et où on a quand même beaucoup d'informations et beaucoup de leviers de négociation sur les débiteurs. Donc effectivement, c'est la région du monde sur laquelle notre taux de recouvrement est le meilleur. J'arrête là pour les régions. Bien entendu, je veux bien prendre les questions à l'issue de ce webinaire. Et je repasse la parole à Joanne pour qu'elle vous dise en 2 minutes, qu'elle vous explique
une belle success story que nous avons eue sur un pays africain, parce que même sur l'Afrique, on a de belles success stories. Joanne, c'est à toi. Merci Nathalie. Donc en 2 minutes, j'essaye de faire rapide. Je vais resituer rapidement le contexte. Donc ici, on a un client qui a un projet dans cet État africain. C'est un projet qui dure sur plusieurs années, qui est facturé au fil de l'eau et arrivé à la dernière facturation, donc une fois que le projet est achevé, cet État africain ne s'acquitte pas de la facture. Déjà, c'est généralement quelque chose qu'on voit dans ce type de pays. Arrivé à la dernière échéance, il y a toujours un échappatoire sur l'obligation de paiement de cette facture. Donc, le client avait fait toute une phase amiable qui n'a pas abouti et ensuite il nous a confié le dossier. Nous reprenons donc la phase amiable. Comme je l'avais dit, c'est important qu'on reprenne la phase amiable. Et nous avons eu quand même des bons contacts avec cet État qui s'était engagé à payer, qui demandait des informations complémentaires et des documents complémentaires. Nous avons transmis le tout, mais malgré les promesses de paiement, aucun paiement n'est arrivé. Donc, nous avons donc décidé de porter le dossier un peu plus loin. Ici, ce n'était pas une phase judiciaire parce que le contrat entre le client et cet État prévoyait une clause d'arbitrage devant la Commission des Nations Unies. Donc, on a porté cette affaire justement devant la Commission des Nations Unies où on a nommé 3 arbitres pour se positionner. La créance s'élevait à 2,3 millions d'euros hors intérêt de retard. Et donc le dossier a été plaidé et nous avons une sentence d'arbitrage qui a reconnu la créance de notre client à hauteur des 2,3 millions d'euros, mais aussi qui a condamné l'État africain au remboursement des frais de procédure et des intérêts de retard. Donc, fort content de cette décision, nous la signifions à cet État afin qu'il puisse payer tout ce qui a été reconnu. L'État nous fait comprendre qu'il ne paierait pas cette créance et qu'il ne s'agissait que d'un bout de papier. Donc, nous entamons ici toute une phase d'exécution. La difficulté contre un État, c'est vraiment de trouver des biens à saisir. Et donc, nous avons fait diverses recherches, effectué diverses recherches et notamment essayer à rechercher des biens en Europe et en Belgique. On a trouvé que cet État avait passé une commande de locomotives à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et la question était de savoir si ces locomotives étaient encore sur le territoire belge ou non. Donc, on a engagé des enquêteurs qui ont réussi à localiser les locomotives. On a saisi en urgence un juge qui a pu émettre une saisie-arrêt des locomotives. Donc, la saisie-arrêt des locomotives permet de bloquer les locomotives sur le territoire belge jusqu'au paiement intégral de la créance. Et donc, cet État africain est revenu vers nous pour nous dire qu'il allait s'acquitter de sa créance. Et c'est ce qui s'est passé. On a réussi à récupérer l'intégralité de la créance en principal, donc les 2,3 millions d'euros, plus les intérêts de retard et le remboursement des frais à hauteur de 560 000 euros. Donc, malgré, c'est vrai, ce qui se passe traditionnellement en Afrique, on a tout de même réussi à récupérer plus que la créance en principal. Et sur cette belle success story, je vais laisser la Belle parole success maintenant story, à oui. Nicolas. Bravo. Merci, merci Nathalie, merci Johan, merci Bruno aussi. Alors je vais vous parler, il nous reste quelques minutes des atouts et des bénéfices pour vous de travailler avec Coface, en tout cas de confier vos créances à Coface. Alors, c'est important de savoir quels sont notamment ces bénéfices lorsque vous externalisez le recouvrement chez nous. Premier point, vous limitez en fait les pertes car l'intervention de Coface, d'un tiers, assureur crédit de référence, débloque de nombreuses situations. C'est vraiment l'intervention d'un tiers qui débloque ces situations. Nous avons un taux de récupération moyen qui est élevé, qui est de plus de 85%. Donc, taux de récupération sur les créances qui nous sont confiées de plus de 85%. Donc, c'est excellent. Alors, Nathalie et Johan vous ont parlé de… Pardon. Oui, pardon. Oui, tout à fait, oui. Nathalie et Johan vous ont parlé de notre réseau d'experts. Ça, c'est très important.
c'est ce qui fait la force de Coface, les collaborateurs formés aux relances amiables et à toutes les procédures. Donc c'est ce qui fait évidemment la différence. Une équipe dédiée aussi et des outils très performants de suivi en temps réel de nos actions qui vous permettent de savoir comment nous travaillons votre débiteur. Et aussi, ce qui est important, c'est que nous sommes assureurs crédit, donc nous connaissons les débiteurs la plupart du temps, donc vos acheteurs, et ce qui nous permet d'adapter notre discours en fonction de la qualité de ce débiteur.